Nous sommes à rejoindre aujourd'hui à cet webinaire pour le mois d'octobre. Le sujet, c'est un sujet fort intéressant, surtout maintenant qu'on fait du télétravail et surtout tout ce qu'on a vécu pendant les mois de confinement, pandémie, et on espère que ça c'est presque fini. On va voir. Donc, le sujet, c'est réponse à un appel d'offres avec des équipes à distance. Qu'est-ce qui marche? Et c'est Anne qui a beaucoup d'expérience à ce sujet et qui partage cette expérience avec nous. Oui, merci Hilda et merci à tous d'être présents. On n'est pas très nombreux, mais j'espère que d'autres personnes vont arriver. Mais on va commencer, ne serait-ce que pour vous. Donc, un petit peu de contexte. Anne, juste avant oui. que ça démarre, je précise que le webinaire est enregistré. Oui. Et je te laisse. Oui, un peu de contexte pour juste vous donner d'informations, parce qu'évidemment, je l'ai fait avec, j'ai préparé ce webinaire avec mon expérience. J'ai essayé de faire en sorte d'être le plus global possible et la plus généraliste possible pour qu'il y ait des choses qui vous parlent. Mais voilà, pour vous donner un petit peu de contexte, moi, je travaille au siège d'un grand groupe international dans le transport de petits colis. Donc, on vend du service et on répond à des appels d'offres privés. Et j'ai en charge une équipe, d'où le sujet aussi, une équipe en centrale, et puis une équipe que je gère en fonctionnel dans à peu près une trentaine de pays. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, ces personnes-là qui sont beaucoup plus loin, éparpillées un petit peu partout, forcément, c'est du management et du management à distance. Ce webinaire, pour moi, il est l'occasion d'aborder la gestion des équipes à distance, et surtout de mettre en évidence les challenges que cela amène, et puis les piliers sur lesquels on peut s'appuyer. Et ça vous parlera aussi à tous ceux qui ont déjà l'habitude de travailler à distance, à tous ceux finalement qui travaillent aussi en home office, et finalement à tous ceux aussi qui font partie d'une telle équipe. Même s'ils ne la managent pas. Et puis, on peut ne pas diriger des personnes, mais on peut quand même gérer un projet et gérer un appel d'offres. Donc, je pense qu'il y a quand même, et j'espère qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont vous parler, vous intéresser. Et surtout, ce sera pour moi, je suis très preneuse de tout le retour ensuite que vous pourrez donner à la fin de ce webinaire et le partage d'expériences qu'on pourra avoir, parce que c'est ce qui va enrichir notre discussion. Donc, je vais partager mon écran et on va commencer. Vous me dites si vous voyez bien mon écran. Si vous voyez bien, c'est bon, ok. Oui. Super. Alors, on va partir sur qu'est-ce que c'est une équipe sur site et une équipe à distance. Alors, on dit sur site, moi j'appelais ça équipe virtuelle, mais certaines dans l'équipe n'ont pas aimé. Tout ça pour dire qu'en fait, effectivement, et c'est bien ce retour parce que le vocabulaire qu'on va avoir, ça parle pour certains et pour d'autres non. Moi, j'ai l'habitude avec ça, une autre aussi avait l'habitude. Voilà, donc je vais parler d'équipe sur site, d'équipe en présentiel et puis d'équipe à distance. Donc, une équipe sur site, c'est assez facile. Tout le monde est présent sur le même site, soit dans un même bureau, soit à un même niveau, et on peut se parler en face à face, on peut échanger assez facilement entre soi ou avec le manager, etc. En revanche, l'équipe à distance, on va parler soit d'équipe hors site ou d'équipe virtuelle. C'est aussi une vraie équipe, mais les membres ne sont pas tous présents au même endroit. Voilà, juste faire la petite distinction. De quoi on parle exactement? Alors, quand on parle d'équipe à distance, il y a deux choses essentielles. On va toujours parler d'éparpillement géographique et on va toujours parler de communication électronique. L'électronique, ça va être un sens très large. Il ne va pas y avoir de communication directe en face à face. Ça, c'est toujours le cas. Et puis parfois, ce qu'on va avoir, on va avoir des gens qui sont dans différents pays. Moi, c'est le cas pour mon expérience personnelle. Et puis, on peut aussi avoir des équipes qui vont associer des membres de sociétés partenaires, des membres d'autres sociétés. Donc ça aussi, ça peut être pris en considération. Et toute la différence va être dans le mode de communication. Donc ça va faire partie des grands défis à relever. Donc, si on se replonge et si on revient vers ce qui nous concerne, nous, délivrer, produire la meilleure offre possible dans les délais impartis, voilà les défis qu'on va avoir à relever, soit parce qu'on fait partie d'une telle équipe, soit parce qu'on l'anime. Le premier, ça va être
de s'assurer de créer du lien entre les membres de l'équipe, et tous ceux qui sont passés du travail en présentiel au travail en home office l'ont bien vu, hein, c'était vraiment recréer ce lien entre les membres de l'équipe qu'on n'a plus forcément quand on se croise à la machine à café ou à l'imprimante, etc. Un autre défi qu'il va falloir relever, ça va être de disposer des bons outils pour échanger, se faire comprendre, parce que quand on parle en direct, en présentiel et en face à face avec quelqu'un, on peut voir les mimiques, on peut sentir l'intonation, on peut se reprendre directement et se refaire comprendre beaucoup plus facilement. Là, on va être à distance, ça va pas être forcément facile. Donc, ça va être un des défis à relever. Un autre défi, là, c'est plus pour le manager, ça va être de garder, ou pour le chef de projet, ça va être de garder cette équipe motivée. Et puis de rester aligné tout le long de la réponse et de la préparation de la réponse à l'appel d'offres. Ça sont les 5 défis principaux à relever que moi j'ai pu identifier et qui sont pour moi primordiaux. La première chose que j'ai envie dont j'ai envie de vous parler, c'est de l'équipe, parce que c'est l'essentiel, l'équipe. Et donc c'est ce que je vais essayer de développer maintenant. Moi, j'ai listé pas mal de questions qu'on peut se poser. Alors, toutes ne m'importent pas forcément, mais ça peut interpeller certains d'entre vous et être peut-être plus intéressant pour certains d'entre vous. Donc, dans les questions à se poser, voilà, ça, c'est des questions qu'on a même quand on est en présentiel, mais pour construire cette équipe, c'est de quel spécialiste on va avoir besoin et pour quoi, pour quelle tâche. Est-ce qu'on sait aussi concrètement qui on va intégrer à l'équipe? Est-ce qu'on sait définir le rôle de chacun des membres de l'équipe? Et je dirais que ces 3 points, on les retrouve aussi en présentiel, mais en virtuel ou en tout cas hors site, il faut quand même continuer à se les poser. On a ensuite des questions sur la disponibilité de chacun. On en parlait tout à l'heure en plaisantant avec Hilda, mais étant à distance, on a plus de possibilités de s'absenter et de gérer son temps comme on le veut. Donc, s'assurer effectivement aussi de la disponibilité de chacun, et c'est d'autant plus vrai quand on est sur des sites différents, encore plus vrai dans des pays différents ou quand on travaille avec un partenaire. Donc, quels sont aussi les horaires de travail de chacun, les vacances anticipées, etc. Et se poser la question aussi, est-ce qu'on va travailler avec des partenaires en externe? Très important aussi, est-ce que l'équipe se connaît? Voilà, donc ça, c'est toutes les questions qu'on va se poser. Et aussi, est-ce qu'on parle le même langage? Alors, j'ai mis langage et pas langue. Langage, parce que si on travaille avec des sociétés différentes, eh bien, on va avoir peut-être des acronymes à partager et puis il va falloir l'expliquer. Et si on travaille avec des personnes dans des pays différents, ben, bien sûr, là, la question va se poser de la langue. Donc, toutes ces questions-là, au démarrage, sont essentielles. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir construire en hors site aussi, c'est d'abord une équipe qu'on va avoir clairement identifiée pour chaque projet, pour chaque appel d'offres. Donc, ça paraissait peut-être basique ce que j'ai dit, mais c'est essentiel, hein. Il va falloir déjà disposer d'une liste complète de contacts qu'on aura identifiés dans chaque site, dans chaque pays, dans chaque filiale. Identifier la spécialité de chacun, s'assurer, et ça c'est vraiment la base quand on n'est pas en présentiel, de pouvoir contacter telle et telle personne par email et avec un numéro de téléphone. Donc il va falloir aussi s'assurer que cette liste est vraiment mise à jour, et encore plus à distance. Définir le rôle de chacun dans le projet, bien sûr prévoir des backups le jour où la personne n'est pas là. Et puis aussi, bien sûr, partager cette liste de numéros de téléphone, de contacts, d'emails au sein de l'équipe. Ça, c'est aussi essentiel. On va avoir ensuite, donc ça, c'était vraiment l'équipe, c'est la base et le premier pilier, le socle principal comment on va relever ce premier défi. Ensuite, on va parler des outils digitaux. Et ce qui va être important là aussi, on va revenir à tout va dépendre de l'organisation que vous souhaitez mettre en place, de l'organisation de votre société et de la façon dont vous travaillez et de les défis que vous avez à relever. Donc, ça peut être différent dans chacune des entreprises. Et je crois qu'il y a aussi là des questions, des véritables questions à se poser. Est-ce qu'on va prévoir des points d'alignement réguliers? Bien sûr, mais comment? Par téléphone, par visioconférence? Rappelons-nous qu'on ne sera plus en présentiel. Est-ce qu'on va avoir besoin de stocker de la documentation?
Est-ce qu'on va avoir besoin, est-ce que chaque membre de l'équipe va avoir, je parle bien de chaque membre de l'équipe, va avoir besoin de télécharger des fichiers, de les modifier, de charger une nouvelle version, ou alors est-ce que ça va être réservé à un certain nombre de personnes, mais pas tous? Est-ce que la visibilité de ce qu'on va donner va devoir être la même pour chaque personne, pour chaque intervenant, pour chaque personne de l'équipe? Et là, on en revient à quel niveau aussi de collaboration est attendu. On va va falloir aussi se poser la question, on est à distance, donc quel est le niveau d'équipement informatique de l'équipe? Est-ce que chacun va disposer d'un téléphone, mais est-ce que chacun a la même version de chaque logiciel? Voilà, il y a plein de questions comme ça qu'on va se poser, et aussi quel est le niveau de connaissance technique de l'équipe. On va être beaucoup plus sur la technique que quand on est en présentiel. En présentiel, on peut aller aider la personne, s'asseoir à côté d'elle et l'aider. Là, ça va être un peu plus différent, donc peut-être qu'il va aussi falloir prévoir des formations quand on va créer cette équipe projet, et quand on va travailler avec des personnes à distance aussi. Et est-ce que, surtout aussi, tous les membres de l'équipe, ou de l'équipe projet, travaillent sur une même plateforme? Donc, qu'est-ce que ça fait? Voilà, la liste n'est peut-être pas exhaustive, hein, peut-être que vous aurez encore d'autres questions, mais c'est déjà au moins les questions essentielles à se poser avant de s'assurer de pouvoir travailler avec cette équipe dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, ça implique aussi le partage de documents, le versionning, etc. Et puis, il y a peut-être aussi une estimation de coûts à avoir. Donc, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, on va arriver vers ce qui est pour moi j'allais dire le must-have, mais non, on va parler en français, l'essentiel. Il va falloir penser à une plateforme de communication collaborative. Et quand je dis une plateforme de communication collaborative, on peut partir de quelque chose de super simple vers quelque chose de beaucoup plus élaboré, comme ce que j'ai moi, par exemple, puisqu'on a un outil qui nous sert à... On a complètement digitalisé la gestion des appels d'offres du début jusqu'à la fin, jusqu'à la collecte de données, etc. Parce qu'on a une équipe clairement identifiée et on sait choisir selon l'appel d'offres à qui on va s'adresser, etc. Mais ça peut être aussi simplement, je pense à WhatsApp ou des trucs comme ça, mais Teams aussi, ça peut être, par exemple, avec l'équipe APMP Francophonie, on partage ensemble plateforme Teams dans laquelle on peut échanger. Donc, toutes les questions qu'on s'est posées avant, en fait, vont définir le niveau de cette plateforme de communication collaborative qu'on pourra avoir. Pour éviter, alors là, je passe de 3 personnes sur site, hein, on pourrait en avoir imaginé beaucoup plus avec une équipe centrale ou quelqu'un en centrale, mais tout cet échange de ce que vous voyez, c'est des mails, je ne sais pas si on les voit bien, mais c'est des échanges de mails un peu dans tous les sens. Surtout, éviter de passer son temps à envoyer des mails un peu dans tous les sens à tout le monde pour passer à quelque chose de beaucoup plus organisé. Encore une fois, avec cette plateforme de communication collaborative qui peut être très simple comme plus complexe, encore une fois, selon votre organisation. Mais le but du jeu, c'est de centraliser, de rassembler tous les échanges, toutes les communications, toute l'information qu'on peut être amené à partager ou avec laquelle on va être amené à travailler pour qu'on ait un accès direct et que quand on parle à quelqu'un, un peu comme sur une communication, un groupe de discussion WhatsApp, on s'adresse directement à tout le monde et on ne va oublier personne. Moi, je me souviens, dans mon job précédent, on avait monté les appels d'offres étaient gérés un peu de façon différente. Là, on avait des ingénieurs qui intervenaient et on avait des différents bureaux d'études et différentes personnes aux opérations, des commerciaux, etc., dans différents pays et dans le monde entier. On avait simplement mis en place des groupes de discussion dans lesquels tout pouvait s'échanger et ça marchait très bien. Là, aujourd'hui, j'ai quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus élaboré, mais il y a plein de choses qui existent. Je vais pas... Aujourd'hui, le but du jeu, c'est pas de vous donner la liste de toutes ces plateformes, c'est à vous de faire votre choix en fonction des questions et des réponses que vous aurez apportées aux questions que j'ai présentées tout à l'heure, que j'ai listées tout à l'heure. Mais voilà, pour moi, c'est essentiel d'avoir un endroit, et j'ai appelé ça une plateforme de communication et pas de communication collaborative. On va ensuite, donc on a parlé de l'équipe, on a parlé de ces outils digitaux et d'avoir cette plateforme de communication collaborative. Il y a une chose qui est essentielle, j'aurais même pu la mettre en premier, c'est vraiment la communication, et d'autant plus quand on est hors site, quand on n'est pas en présentiel.
les outils vont nous faciliter la tâche, certes, mais la communication est essentielle. Et quelle communication et comment et par quel vecteur? C'est ça qui va être important et qui va faire aussi vivre l'équipe et le projet. Là, il y a aussi des questions à se poser. Et je dirais que la première question, ça va être: est-ce qu'on a déjà des modes de communication existants? On a bien sûr le téléphone, on a peut-être Teams, on a peut-être Skype, on a peut-être encore d'autres modes de communication. WhatsApp, un groupe WhatsApp déjà sur lequel on peut partager des informations. Qu'est-ce qui existe déjà? Quel est aussi le mode de communication préféré ou plus facile pour chacun? Et aussi, on va devoir se poser la question: quel mode de communication, pourquoi, pour quelle tâche, pour véhiculer quelle information? Ça aussi, ça va avoir son importance. Quel support on va utiliser aussi, quel vecteur de communication on va utiliser pour les urgences? Quand est-ce qu'on va utiliser aussi l'email, le téléphone et pourquoi? À quelle fréquence également on va utiliser chaque mode et chaque vecteur de communication, à quel moment spécifique? Pardon. Donc voilà, ça ce sont des questions aussi essentielles qu'il faut se poser. Et juste pour la petite anecdote, je dois avoir Tatiana là, qui est dans le webinaire, qui fait partie de mon équipe. Et avec l'équipe, ce qu'on fait en début d'année, c'est qu'on se pose et on fait un travail d'équipe, un travail de réflexion sur, voilà, c'est toutes ces questions qu'on s'est posées, hein, qu'est-ce qu'on a à transmettre comme information entre nous et avec nos équipes dans tous les pays, dans toutes nos filiales, quel type d'informations on a véhiculé, quel type d'échange on a organisé et quel support on utilise. Par exemple, je sais que pour nous, au sein de notre petite équipe, c'est WhatsApp s'il y a une urgence. Moi, si je pars en vacances, je ne vais pas forcément regarder mes mails toute la journée et ça va être, s'il y a une urgence, c'est WhatsApp. Donc, il y a vraiment des modes de communication spécifiques à réserver pour les urgences. Il y en a d'autres, ça va être pour échanger de l'information essentielle, d'autres pour échanger de l'information sur laquelle on va travailler, etc. Mais vraiment se poser cette question sur quel mode de communication, pourquoi? Et ça, c'est essentiel. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, on va se mettre d'accord et on va définir un mode de communication qui va être compris et qui va être partagé par toute l'équipe sur ce mode projet. Il faut que ça soit hyper clair. Donc, on va relister les modes d'interaction nécessaires, on va répertorier tout ce qui existe pour chacun, et puis on va tous décider vraiment ensemble du moyen et se mettre d'accord, parce qu'il faut que chacun ait accès aux mêmes outils et aux mêmes modes de communication selon le type d'information à échanger. Au besoin, on sera peut-être amené aussi à intégrer des nouveaux outils. Il y a pas mal d'outils qui sont gratuits aussi sur le web qui peuvent aider. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à regarder ce qui existe. Pour les urgences, voilà, on va préférer des messages de type alerte, comme on peut avoir, ou de la messagerie instantanée. On peut avoir des alertes aussi qui arrivent directement sur Outlook. On peut choisir de les activer ou pas. Voilà, WhatsApp, Teams, j'en ai déjà parlé. Juste une chose aussi, il ne faut pas non plus abuser des alertes, puisqu'il peut y avoir un risque de lassitude. Et si on reçoit 10 alertes par jour, on ne va plus penser que c'est urgent et on ne va plus s'en occuper. Donc ça, c'est aussi important de bien savoir doser, parce que c'est d'autant plus vrai aussi en mode hors site. Pour les revues, pour les réunions qu'on va faire, les réunions d'alignement et les revues, on en a déjà parlé, on a eu un webinaire spécifique sur ces revues. Pour les différentes revues aussi, où là, on va être tous ensemble, on va privilégier aussi la visioconférence avec une récurrence dans ces revues, mais la visioconférence parce qu'on va tous être comme si on était en meeting, mais un meeting virtuel, enfin une réunion virtuelle. Et là, c'est important de tous se voir. Et comme on aura une récurrence, comme on aura des rendez-vous prévus, des rendez-vous planifiés, chacun aussi sera prêt, j'allais dire, habillé. On a tous vu ces petites vidéos qui passaient pendant le confinement où certains étaient en pyjama, etc. Mais là, on est prévenus et c'est sympa quand même de se voir, au moins pour ces revues. Pardon. Ensuite, on a pour les interactions en bilatéral, donc là, d'une personne à une autre, là, on peut privilégier aussi le téléphone. Ça change un petit peu parce que parfois, on peut arriver, même quand on a une réunion juste avec une personne, dire aujourd'hui, j'ai fait une réunion Teams. Juste psychologiquement, c'est assez épuisant. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure aussi, varier les modes de communication, varier la façon dont on va échanger interagir avec les personnes de l'équipe. Donc en bilatéral, le téléphone, c'est plus sympa qu'un mail, par exemple aussi, et c'est plus sympa que d'avoir toujours Teams aussi.
Ça repose aussi l'esprit. C'est pas anodin, il y a eu pas mal d'études là-dessus faites. Maintenir une communication régulière, ça c'est aussi super important. Ne pas communiquer pendant une journée 10 fois par jour et puis plus rien pendant une semaine. Non, il faut essayer de maintenir cette communication régulière et puis alterner, ce que je dis tout à l'heure, les modes de communication, c'est aussi important. Voilà, et une chose aussi, c'est que ce vecteur de communication, ce support qu'on va utiliser, il doit nous faciliter la tâche, il doit être facile à utiliser, il ne doit pas nous compliquer la tâche. Ce que je voudrais faire juste après aussi, c'est peut-être refaire un petit focus quand même sur des bonnes pratiques par rapport au téléphone et par rapport à l'email. Je pense que c'est important parce que quand on est à distance, on va un peu accentuer le mode de communication écrit ou le mode ou les appels téléphoniques et à un moment donné, on risque d'être submergé par des appels ou par des mails. Et voilà, quelques bonnes pratiques, vous allez voir, c'est super simple, mais c'est juste pour se remettre en tête et y penser, clarifier sa communication par email ou par téléphone. Par email, c'est juste, s'il vous plaît, des messages courts et des messages explicites. Si on a un truc tout bête, mais dans le sujet ou dans l'objet du mail, juste mettre le nom du projet et puis l'action attendue. Ça peut être simplement, je ne sais pas, j'ai en tête appel d'offres L'Oréal, j'ai besoin de ton support. Appel d'offres L'Oréal, juste pour information, ou appel d'offres L'Oréal, prochain meeting. Voilà, des choses super simples, mais déjà en identifiant dans l'objet du mail l'action attendue, déjà, ça simplifie et ça permet de faire un premier filtre quand on a la liste de tous les emails. Parce qu'encore une fois, on va recevoir beaucoup plus d'emails à distance qu'en présentiel. Une chose essentielle aussi, c'est que le destinataire, c'est vraiment celui qui doit faire l'action attendue. Si moi, c'est juste si je suis en copie, je considère que je n'ai pas à agir. Ça simplifie aussi la tâche. Encore une fois, on reçoit beaucoup d'emails. Une chose basique aussi dans la communication par email, commencer par remettre un petit peu de contexte, pourquoi je t'envoie cet email, ce que j'attends de toi et la prochaine étape. Et puis ensuite, terminer par les détails. Si on a besoin d'aller chercher des détails, on ira les chercher. Mais au moins, on visualise tout de suite ce qui est attendu, dans quel contexte ça se passe, et ça permet tout de suite d'aller beaucoup plus vite et de savoir exactement ce qu'on attend de moi. Évidemment, indiquer une date d'échéance, mais ça, en tant que gestionnaire d'appel d'offres, je ne vais pas vous apprendre, c'est la première chose qu'on va regarder aussi. Donc ça, évidemment, c'est du basique, mais il y a tellement de mails dans lesquels on n'a pas cette information que ça vaut le coup de le rappeler. Et puis, essayez aussi, quand on retransmet des mails, quand on recommunique des mails, de supprimer tous les emails qu'on a à l'infini. Moi, il n'y a rien de plus qui m'insupporte que de recevoir un mail. Je ne sais pas de quoi il s'agit, parce qu'on a... alors, moi, j'ai la messagerie en anglais, mais on peut l'avoir à etc., 50 000 fois. Tiens, lis le dernier mail, l'avant-dernier mail en partant du bas, enfin, etc. Donc, c'est juste pas possible. Donc, vraiment, pensez à clarifier sa communication par email et vous verrez qu'en retour aussi, vous aurez une réponse beaucoup plus claire. C'est super important. Si on est sur le téléphone, alors je ne vais pas parler ici de la communication par téléphone, je vais plutôt parler des messages qu'on peut laisser à quelqu'un qu'on essaie de joindre à distance. Et là, ce qui va être super important, c'est de laisser un message très court. Et dans la plupart du temps, on préconise de laisser des messages de moins de 2 minutes. Déjà, 2 minutes, c'est long, mais un message super court. D'indiquer clairement votre numéro de téléphone au début et à la fin sur la messagerie, parce que parfois, sur certains téléphones, la personne ne voit pas le numéro de la personne qui appelle. Et puis, de parler distinctement, parce que parfois, on ne comprend pas. Voilà, des choses toutes simples sur cette communication par email et par téléphone. Mais tout ça participe au fait de fluidifier la communication, de faciliter la communication et de ne pas noyer dans un flot d'informations parce qu'on est loin. Et c'est super important et c'est reposant aussi pour toutes les personnes qui font partie de l'équipe. Un autre point essentiel, on a parlé de l'équipe, on a parlé des outils, on a parlé de la communication. Il y a aussi un autre point qui est vraiment essentiel dans la gestion d'équipe à distance, ça va être de maintenir la motivation et de maintenir l'engagement de l'équipe autour d'un projet, autour de la réponse pour fournir cette réponse et pour construire cette réponse à appel d'offres. C'est assez facile de remotiver, de maintenir l'équipe soudée et motivée quand on est en présentiel et quand on se voit. Quand on est à distance, ça demande encore plus d'énergie, qu'on soit manager ou qu'on soit chef de projet.
parce qu'il faut s'assurer que tout le monde va bien, que ça marche, etc., et que tout le monde suit. Donc, ça demande énormément d'énergie, mais c'est essentiel pour la cohérence de l'équipe. Il y a quand on est à distance, il y a toute une communication qui ne se fait plus, c'est toute la communication qu'on appelle la communication informelle. Vous savez, la communication à côté de la machine à café, à côté de l'imprimerie, quand on se croise, quand on rigole un petit peu, dans lequel aussi, et pendant laquelle énormément d'informations se passent. Et ce qui participe aussi à la cohésion de l'équipe. Ben là, on ne l'a plus, donc il faut essayer de la maintenir autrement. Et ce qui est important, alors là, je n'ai pas listé des questions parce qu'il n'y a pas lieu de lister des questions, mais ce qui va être important, c'est de construire et de maintenir cette confiance. Donc, la première chose, ça va être forcément d'organiser une revue de démarrage, et on va y revenir tout à l'heure un peu plus tard, déjà pour présenter le rôle de chacun dans cette équipe projet. Parce que pour chaque appel d'offres, on va avoir une équipe projet un petit peu différente. Il va falloir aussi faire en sorte d'encourager la communication, de donner aussi de la visibilité sur l'avancement du projet. Donc, on revient sur la communication régulière qu'on a vu tout à l'heure, de continuer à maintenir cette communication et de donner de la visibilité à tout le monde sur l'avancement du projet, sur un membre de l'équipe, voilà, ça y est, moi j'en suis là, ça c'est fait. L'autre, voilà, ça c'est fait. Donc ça, c'est aussi super, super important. Essayez aussi de communiquer toujours positivement, avec enthousiasme. On peut avoir du retard, on peut, etc., ou ce jour-là être un peu moins d'attaque, mais le chef de projet aussi, il est là pour essayer d'embarquer tout le monde, et la façon de communiquer a son importance, et notamment sur la revue de démarrage aussi. Tiens, c'est un super projet, on va tous travailler ensemble là-dessus. Donc l'enthousiasme aussi et communique, voilà, ça se communique aussi, voilà, j'arrive plus à trouver l'adjectif. Encourager aussi entre les membres de l'équipe des commentaires positifs, des félicitations, des choses comme ça, et de l'encouragement, ça marche aussi. Ce qui est super important aussi, c'est, voilà, on a peut-être prévu des choses au départ, et puis peut-être qu'au fur et à mesure de l'avancement du projet et de la construction de l'offre, il y a des choses qui changent. Surtout, ne pas attendre le dernier moment pour l'expliquer et pour en parler. C'est l'expliquer, expliquer tous ces changements, et puis peut-être les absences de certaines personnes aussi à l'avance. Plus on aura de visibilité, plus on sera averti, moins on sera dans le stress au moment où il faut agir. Pendant les moments tendus aussi, on connaît tous ça, hein, vers la fin, on est tous un peu plus tendus vers la fin quand arrive l'échéance. Voilà, continuer à maintenir une communication de proximité et essayer un peu de dédramatiser, de détendre, c'est important aussi. C'est important de dire nous dans un projet pour maintenir cette confiance et cette cohérence de l'équipe. Et de l'équipe projet, d'utiliser le nous et pas je fais ça. Voilà, nous, voilà où nous en sommes, voilà ce que nous avons réalisé. Ça, c'est aussi super important. Ça permet de vraiment de maintenir la cohésion dans l'équipe. Prévoir aussi ça peut paraître anodin comme ça ou secondaire, mais honnêtement, c'est vraiment très, très important. Des moments d'échange. Alors, ça dépend encore une fois de votre organisation et de ce que vous pouvez vous permettre. Mais même quand on travaille pour des clients ou quand on travaille avec des partenaires, des moments d'échange informels, hein, ces fameux moments près de la machine à café qu'on n'a plus, il y a quand même de la convivialité à apporter pour que ça se passe bien et que ça soit cohérent. Et moi, j'ai un exemple, et là, c'est Tatiana qui organise ça. Elle organise à chaque fois un Christmas meeting, donc un meeting de Noël, une réunion de Noël à la fin, avec tous nos correspondants dans toutes nos filiales. Et c'est vraiment un moment de détente, et c'est vraiment sympa de tous les voir sur Teams pour ces moments d'échange un peu plus informels. Donc voilà, c'est aussi super important. On peut aussi organiser un challenge pour l'émulation. Alors, ça peut être un challenge par équipe au sein d'une équipe, soit sur un appel d'offres, soit sur un ensemble. Moi, j'ai par exemple, pour toutes mes filiales, en tout cas par filiale, j'ai un challenge que j'organise tous les ans, qui est basé aussi bien sûr sur la stratégie de notre groupe, qui est le développement encore plus à l'international. Mais on va favoriser l'esprit d'équipe, les échanges de leads entre pays, aussi les échanges de business potentiels. On va échanger aussi sur le team spirit, enfin l'esprit d'équipe, je l'ai dit, sur les appels d'offres gagnés, le score de chacun. Enfin, il y a plein de choses comme ça, et ça participe à ce que chacun aussi joue le jeu et soit embarqué dans cette équipe. Donc,
c'est aussi important et c'est aussi intéressant. Et puis le dernier challenge à relever, la dernière chose, je pense, qui est importante pour moi, c'est vraiment, j'ai mis la revue de lancement. Bien sûr, toutes les revues vont être importantes, hein, tous ces points qu'on fait tous ensemble à différents moments de l'appel d'offres, mais s'il y en a une vraiment qui est importante, c'est vraiment la première. C'est la façon dont vous allez embarquer, présenter le projet et embarquer votre équipe dans ce projet et où vous allez vraiment mettre en place toute l'organisation de l'équipe. Et c'est super important. Donc, il faut vraiment soigner cette revue de démarrage. Alors, bien sûr, les revues en virtuel, c'est pour ça que je vous ai mis cette phrase en début, mais ont la même structure et le même objectif que les revues en présentiel. Hein. On va présenter le projet, le contexte, comment on va essayer de répondre à cet appel d'offres, qui va être inclus dans l'appel d'offres, etc. Mais la revue de démarrage, c'est particulièrement importante dans le cas de gestion d'équipe à distance. C'est le lancement du projet, mais c'est aussi la mise en place de l'organisation de l'équipe. Et c'est aussi une façon de rassurer toute l'équipe et de bien leur montrer que même si on est dispersé un petit peu partout, on est tous ensemble et voilà comment on va travailler, voilà comment on va s'organiser. Bien sûr, si on peut, on prévoit la première revue en présentiel, mais sinon en visioconférence, ça c'est pour moi c'est un impératif, mais vraiment une chose importante. Évidemment, on va préparer un agenda super clair et présenter encore une fois le projet de façon enthousiaste. Vous voyez, il y a beaucoup de fois ce mot enthousiasme qui revient, mais c'est important et peut-être surjouer de temps en temps, mais c'est vraiment une chose à laquelle il faut penser. Si les personnes ne se connaissent pas dans ce groupe projet, peut-être prévoir un jeu pour briser la glace. Il y a plein de petits jeux qui existent, plus ou moins drôles, etc., selon ce que vous pouvez vous permettre dans votre entreprise. Mais il y a plein de choses sur Internet qui existent et ça marche vraiment très bien pour un peu dédramatiser, faire en sorte que les gens se parlent plus facilement et échangent plus facilement. On va aussi présenter les outils digitaux qu'on va utiliser, hein, parce que là, ils vont être d'autant plus importants. Donc, c'est vraiment important, encore une fois, dans le sens de rassurer toute l'équipe. Et si besoin, prévoir une session de formation pour les personnes qui vont être moins à l'aise avec les outils qu'on va utiliser. Voilà, tout ça, ça fait partie du point sur lequel je voulais insister, de vraiment soigner cette revue de démarrage. Et puis, si je voulais résumer tout ce que je viens de vous raconter aujourd'hui, j'avais envie de vous sortir quelques best practices, à vous ensuite de voir comment ça peut s'intégrer et s'il y a des choses dont vous pouvez vous inspirer. La première, c'est vraiment d'identifier clairement son équipe virtuelle. La deuxième, ça va être de sélectionner les outils digitaux en fonction de ses besoins et seulement en fonction de ses besoins. Ce n'est pas la peine de partir dans des choses démesurées si on n'a pas besoin. La troisième, ça va être de mettre en place le mode de communication adapté à chaque type d'interaction. Ça, c'est très, très important. De motiver, d'encourager pour faciliter l'engagement de chacun dans l'équipe et puis de soigner la revue de lancement. Voilà, ces 5 points pour moi sont vraiment essentiels. Il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, c'est ceux que j'ai identifiés à travers mon expérience, à travers ce que j'ai pu lire aussi et voir, et en échangeant aussi avec d'autres personnes, que ce soit encore une fois en période de télétravail, quand on fait partie d'une équipe projet avec des personnes qui sont sur différents sites, dans différents pays, avec qui vont travailler avec des partenaires. Voilà. Donc maintenant, je serais ravie d'échanger si vous avez des questions ou des remarques à faire ou votre feedback, surtout c'est ce qui m'intéresse dans la session d'aujourd'hui. Voilà. Oui, bonjour, c'est Emmanuel qui parle. Bonjour Emmanuel. Non, mais alors, pour l'avoir vécu aussi à la fois avec des équipes, nous on avait deux grosses équipes qui étaient à Dubaï et à Hong Kong. Alors c'était surtout avec Hong Kong qu'on interfaçait, mais je dirais surtout avec des partenaires. Il y a beaucoup de choses, je me suis reconnu et j'avoue que ta présentation, elle est vraiment super claire et parfaite. Si la perfection existe, mais tu as vraiment tout balayé, je me suis reconnu sur beaucoup de choses. Ouais. Il y a juste un petit truc quand tu parlais, auquel j'ai pensé, que tu n'as pas évoqué, et qui peut jouer aussi, c'est la notion de décalage horaire. Nous, on l'a vécu avec Hong Kong notamment, ou aussi avec un partenaire en Polynésie, où là, c'est assez compliqué de se téléphoner en même temps. Il y en a un qui se lève tôt et l'autre qui se couche tard.
Mais en fait, ouais, faut Ouais, savoir, t'as tout à fait raison. faut savoir en jouer et utiliser. Alors déjà, si on prend le cas de l'Asie, voilà, on sait qu'il y a des créneaux en France où ce sera le matin et eux l'après-midi pour avoir des créneaux ensemble. Donc voilà, quand il y a plusieurs offres à gérer, on sait que celle-là, ça se passera surtout le matin. Ouais. Et quand je dis qu'il faut savoir en jouer, ça peut être aussi un avantage dans le sens où pendant que les Français travaillent, les autres dorment. Mais voilà, quand on envoie notre document, quand on fait un point d'étape le soir, que l'autre équipe, en fait, en arrivant au bureau le matin, peuvent reprendre et travailler dessus. Et alors, sans dire qu'on travaille constamment 24 heures sur 24 sur le même document, on arrive je dirais, à optimiser des choses par ce biais-là. Oui, avec finalement ce décalage horaire qui au départ aurait pu être un inconvénient et tu vas en faire un avantage. Oui, tout à fait. Exactement, ouais. Oui, c'est vrai. Et Bonne qui remarque. qui est surtout intéressant, je dirais, dans les quelques derniers jours où voilà, on affine des détails et chacun fait sa revue sur l'autre. Et là, ça devient intéressant. On fait nos commentaires, nos modifications. L'autre peut revoir tout de suite ses commentaires, modifications. Mm. Et c'est quelque chose qui se passe relativement bien. C'est vrai. Mais sinon, ouais, tous les sujets alors, qui sont tout ce que tu as balayé, toutes ces vérités sont aussi applicables qu'avec des équipes en local. Mais oui, elles sont, ouais, quand ça se passe mal, c'est beaucoup plus visible quand c'est en distance. Ouais. C'est vrai. Merci Manuel. Moi, j'ai une question, parce que moi, en fait, donc ça fait des années que je travaille à distance, donc je partais du principe que, tout le monde sait travailler à distance Oui. et est-ce que et la partie formation dont tu parles, moi, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si dans ton expérience et dans les autres expériences, il y a encore beaucoup de personnes qui sont pas habituées et qu'il y a vraiment toute cette notion de formation à mettre en place au départ ou pas? Oui, alors c'est une excellente remarque ce que tu dis parce qu'en fait, on est un peu conditionné par la façon dont on travaille et c'est difficile de savoir si ce qu'on fait s'applique à tout le monde ou pas. Et moi, c'était la difficulté un peu en préparant ce webinaire, hein, parce qu'on vient de milieux complètement différents. Le distanciel, moi, je l'avais déjà parce que voilà, on a des équipes qui sont dans des pays différents, même si c'est la même entreprise, mais on ne partage pas du tout d'outils communs, sauf un outil qu'on a mis en place justement pour gérer les appels d'offres. Donc là, on est tranquille. J'ai oublié ta question, Sandrine. Et est-ce que dans tes La formation. expériences, il y a encore beaucoup de monde qui a besoin de cette formation ou est-ce que, ça a vraiment avec l'année dernière, je pense que ça a pas mal progressé, mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont ce besoin de formation? Oui, alors il y a différents types de formations. Il y a les formations aux outils digitaux, ça c'est clair. Et puis il y a les formations sur des process de travail, je dirais. Et là, peut-être que Tatiana, tu veux peut-être intervenir parce que Tatiana, elle est en charge de former les nouvelles personnes qui arrivent. Elle pourra donner son point de vue et son échange, partager son expérience sur les nouvelles personnes qu'on intègre justement dans chaque filiale. Et l'important, c'est de leur dire, voilà, nous, comment on gère l'appel d'offres quand on travaille sur un appel d'offres, sur un projet global, pour que chacun puisse s'insérer. Donc, au-delà de l'outil, nous, c'est juste un support et l'outil, il s'est adapté à notre façon de travailler, à nos process, à notre process commercial, à notre façon de gérer l'appel d'offres par rapport à notre organisation qui est décentralisée. Donc, l'outil digital, il a été construit exprès pour gérer tout ça. Et le rôle de Tatiana, c'est d'expliquer comment on gère les appels d'offres au niveau du groupe. Et du coup, Tatiana, moi, je peux peut-être te laisser Oui, parler si tu veux bien. oui, avec plaisir. Pardon. On t'entend. Oui, c'est une notification qui ont commencé. Oui, on intègre les nouveaux membres d'équipe pour certains projets et la formation, même si pour nous quelque chose semble évident, par exemple comme Teams, euh, pour nos collègues à la Russie, on a eu déjà le cas, pas loin, pas long, les gars, ils ne savent pas utiliser Teams parce que là-bas, ils utilisent Zoom ou ils utilisent Skype ou quelque chose en local. Donc, oui, ça semble vraiment anecdotique, mais on a fait une petite formation sur ça.
Comme Emmanuel avait dit, il y a toujours la question de décalage horaire, même si on se trouve en Europe, ça peut être 1 heure, 2 heures, mais pour les rendez-vous importants, ça peut être aussi le cas. Donc, on essaie de s'assurer qu'on passe vers ce checklist et on est bon au niveau technique, compréhension, on sait bien l'organigramme, qui fait quoi, etc. N'oublions pas aussi le côté plus sympa, on avait déjà parlé, on essaye de faire organiser les meetings pour La échanger convivialité. au sujet Oui. hors de questions professionnelles, c'est plutôt comme Ouais, mais comme Tatiana, Noël si et tu tout. reviens, ouais, pardon, je te coupe, mais si Ouais. tu reviens sur la formation aussi que tu fais, tu passes quand même une demi-journée avec Ouais. chaque nouvelle personne qui arrive dans notre, on appelle ça une communauté, hein, des coordinateurs d'appel d'offres Ouais. qu'on a dans chaque pays. Tu passes quand même une demi-journée à travailler avec eux, hein. Oui, juste pour vous donner le contexte, c'est comme on avait dit déjà, pour éviter milliards d'emails et l'échange qui n'est pas nécessaire, on utilise l'outil central. Et on intègre aussi chaque nouveau membre d'équipe avec la formation obligatoire avec nous pour s'assurer que tout le monde comprend comment ça marche, comment on échange, comment on garde l'historique, la traçabilité, comment on répond à l'appel d'offres, qui doit être obligatoirement en copie, etc. C'est quoi la procédure, comment on pose des questions, où est-ce qu'il faut télécharger nos offres, etc. Et à la fin, ça simplifie la vie énormément parce que c'est plus simple, clair, et même si la personne change dans l'équipe locale, on peut toujours garder l'historique et on peut vite démarrer avec une nouvelle personne. Donc, il y a les deux niveaux de formation que fait Tatiana, c'est formation sur nos process de gestion de l'appel d'offres, c'est essentiel, et comment ça se retrouve dans l'outil et comment ils vont utiliser l'outil. Voilà, c'est les deux types de formation. Mais oui, c'est super important, en tout cas chez nous, oui. Ouais. Merci. Merci Tatiana. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient partager leur expérience? Moi, je suis preneuse. J'ai une petite. Bonjour, c'est Magad Hanna. Bonjour. Ouais, merci. Je travaille dans une société d'ingénierie. J'ai un petit Rex qui est assez mauvais, que peut-être je vais partager avec vous comme un conseil. On avait une candidature en groupement. On était 4 membres, 4 sociétés, entre la France, l'Espagne et la Roumanie. Et bon, c'était une candidature qui va être soumise à la BERT, la Banque mondiale, sur un portail en ligne. Et on a fait beaucoup de travail, c'était un très grand contrat. Et puis, à la date de soumission en ligne, le leader du groupement, il a raté la soumission par quelques minutes. Et oui, et le portail était fermé et tout cet effort, tout cet investissement était perdu. Alors, je pense que le seul conseil, c'est de bien suivre le membre de l'équipe qui va faire la soumission, ou c'est en ligne, ou c'est par courrier, je ne sais pas, mais jusqu'à les derniers moments. Je trouve ça maintenant très important et de ne pas être isolé pendant les derniers moments de soumission. Ouais, d'être accompagné quand on est, et encore plus quand on est à distance, oui, tout à fait. Ouais. Et c'était un projet qui s'étendait sur combien quelle période? Sur combien de temps? Vous aviez travaillé sur le projet pendant combien de temps? Je peux partager, c'était un contrat de presque 200 millions d'euros. Oui, mais le travail effectué en amont? Le travail était pour 4 mois presque. Ouais. Entre 3 et 4 mois, oui. Ouais. Et c'était pas à cause d'un problème de décalage horaire? C'est pas parce que... Non. Non. Non, c'était le temps de UK, c'était presque presque heure, pareil. France, entre la France et le UK, alors non, c'était pas ce problème. Ouais, et c'est vrai, et du coup l'accompagnement est important là, et oui, effectivement. C'est vrai qu'on a de plus en plus aussi de réponses sur des outils digitaux, et c'est aussi s'assurer effectivement encore plus à distance que la personne déjà ne rate pas évidemment l'horaire, et puis qu'elle sache aussi utiliser l'outil, ça c'est clair. Oui, c'est ça aussi. Une petite formation sur l'outil, oui. Ouais.
Et on en a de plus en plus, ouais. Je sais pas, dans le public, je ne sais pas, oui, ça se passe peut-être beaucoup, mais nous, en tout cas, dans le privé, on en a de plus en plus de réponses à donner sur des plateformes qui peuvent être diverses et variées. Oui, pour nous aussi, c'est le public et les grosses offres, c'est de plus en plus Ouais, sur des plateformes et la recommandation, c'est toujours de télécharger un jour avant. oui, ben voilà, nous aussi. Ouais. On est assez prudent quand même. Et ça c'est tout autre sujet. Ça pourrait être un autre sujet du Oui, tout à webinaire, fait. Oui, Ouais, tout à parce j'y que je pensais pense aussi. que des expériences, il y en a plein. Ouais, bonne idée. Et il est déjà 13h50. Donc, Oui. en principe, on a déjà dépassé 5 minutes de notre webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions que vous aimeriez partager? Moi, je voulais juste témoigner que la présentation était aussi parfaite, hein. J'ai trouvé que c'était très intéressant, très complet. Et le sujet aussi de l'outil m'intéresse. Enfin, moi, j'utilise Teams pour à chaque fois que j'ai un nouvel appel d'offres, j'ouvre un Teams que je partage bien évidemment avec toute l'équipe où je consolide tout sur ce Teams. C'est aussi là où on va communiquer pas mal. J'utilise OneNote aussi pour justement centraliser tous les échanges sur Teams. Enfin bref, mais je suis intéressée par Anne, ce dont tu parlais, l'outil que vous utilisez. Alors, je ne sais pas si d'autres ont aussi des expériences là-dessus, mais voilà, Teams, c'est pas fait pour gérer les appels d'offres à la base. Non. Mais bon, il existe sans doute. En fait, alors nous, on a une équipe clairement identifiée, hein, centrale bien sûr, et puis dans nos filiales. Donc c'est déjà plus facile. Après, on va piocher sur tel pays va être inclus dans l'appel d'offres ou pas, et là, on sait exactement qui interroger. En fait, c'est un outil, on a un outil de relation client, un CRM, hein, pour notre équipe en centrale, D'accord. avec la gestion de tous nos clients et puis de prospects. Et en fait, c'est Salesforce, et on a fait développer une application qu'on appelle la Tender App, l'application Tender, application appel d'offres, qui est directement reliée pour certaines informations, on ne partage pas tout, à cette plateforme Salesforce. Et c'est sur cette plateforme mais c'est du sur-mesure, hein, que Oui, j'allais dire, c'est un voilà, développement bien sûr, interne que vous oui, avez. et qui correspond à notre organisation, à notre mode de fonctionnement. Et en fait, tout se fait sous forme digitale. Et ça veut dire que dès que Tatiana, je vois qu'il y a Thibaut aussi maintenant qui est là, qui sont dans mon équipe, vont partager à partir du moment où ils ont compris l'appel d'offres, ils l'ont prédigéré, ils ont rédigé des instructions, ils vont se dire, bah voilà, j'intègre l'Allemagne, l'Espagne, le UK dans cet appel d'offres. Les personnes identifiées dans ces pays-là vont recevoir directement une alerte à Outlook en sachant qu'il y a un nouvel appel d'offres groupe qui s'est ouvert et qui vont se connecter, etc. Ils auront accès à toutes les informations. Et puis, il y a un système de poste aussi pour les messages un peu plus rapides. On parlait de communication tout à l'heure. En tout cas, voilà, il y a un nouvel appel d'offres. Tiens, il y a eu un changement dans les instructions, allez voir, etc. Et tout se fait vraiment sur cette plateforme centralisée. Donc, C'est après, on top, peut ça. récupérer des stats, etc. Oui, mais ça correspond exactement, effectivement, à notre mode d'organisation. Effectivement, avec Salesforce, moi, c'est ce que j'ai pu voir aussi, c'est des applications customisées à l'utilisation. Et une autre Merci. remarque, si je peux, Anne, l'exemple de Maged m'a fait penser à nos best practices qu'on avait fait l'année dernière. On a eu les périodes super chargées. C'était pendant le confinement. Il y avait beaucoup des appels d'offres, etc. Et on avait fait penser à notre backup si jamais on ne peut pas y être ou quelque chose. On avait fait l'échange de nos expériences sur les plateformes différentes, comment on les utilise entre les coordinateurs des appels d'offres. On avait montré un à l'autre comment ça marche la plateforme, où on télécharge les documents, où est-ce qu'il peut apparaître les erreurs, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire juste pour un tout petit peu anticiper si jamais quelque chose se passe. Ouais, Voilà. mais ça sera justement intéressant dans un autre sujet, puisque ça a l'air d'intéresser pas mal de monde, et moi aussi la première, ces plateformes digitales pour répondre aux appels d'offres. Ouais, je pense que c'est C'est une intéressant. grosse source de stress.
Et puis, Ouais. enfin, moi, j'ai autant de Mm. plateformes que de clients, en fait, autant de plateformes Ouais, ça différentes que devient de un peu ça, clients. c'est un peu ça maintenant, oui, c'est un peu ça. Avant, on avait des plateformes à la Oui, limite oui, sur avant, il y lesquelles on avait s'inscrivait, mais Ariba, enfin, c'était voilà, c'était ouais. classique, mais maintenant, il y a un peu de choses exotiques quand même. Oui, je Souvent, pense il que y ça a sera des une bacs à super. sable. Ouais, souvent, il y a quand même des bacs à sable qui permettent d'essayer avant de, Ouais. de se faire la main pour éviter Oui, le stress de ouais. découvrir la plateforme au moment de la remise. Oui, non, Il y a vaut mieux aussi des tester avant. formations, il y a aussi les clients hein, qui proposent des formations aux outils et des webinaires, des choses comme Oui. ça. Mm. Et Mais on c'est n'est un... jamais à l'abri d'un problème de réseau aussi, hein, de toute façon. Ouais. Hein. C'est Donc, pour ça que c'est toujours avant. Il y a Mm. toujours, Ouais. ça peut coincer, ça peut être le réseau du client, etc. Un jour avant. Encore plus à distance, Oui, en étant chez soi avec moins de. Moins de personnes pour Ouais. accompagner, pour Oui, partager oui, le oui. stress. Puis, Oui, tout à parfois fait. des connexions réseau qui sont pas toujours Ouais, fiables. Donc, ouais. c'est vrai. OK. Donc, on va clôturer parce qu'il est déjà 13h55. Donc, Merci le à tous sujet pour est ces super échanges, en tout intéressant. cas. Merci beaucoup, Anne. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci à Merci. tous. Et Merci. donc, À la prochaine. prochain webinaire, c'est le 5 novembre. Sujet à confirmer. Ouais. Mais toujours intéressant et pertinent. Ça, je peux vous assurer. On espère. Merci. Bonne Merci journée. à tous. Merci Bye à bye. vous. merci à tous. Merci, au Bonne revoir. journée, Bon bon week-end. après-midi. Bye bye. OK. Ça y est? Bravo.